Oui, pardon. Bonsoir. Je suis là. Vous parliez de solvabilité pour quelqu'un qu'on mettait en cause au plan pénal, et je crois que ça heurte un peu une notion de droit que j'avais, mais probablement mal comprise. Peut-on être poursuivi en même temps au pénal et au civil? C'est essentiellement civil que ça se passe, parce qu'il y a peu de poursuites pénales, on considère qu'il n'y a pas de faute pénale. Par contre, il y a un problème de responsabilité civile, d'où l'intérêt des assurances. C'est la plupart des procès dans les juridictions qui donnent lieu à des dommages et intérêts, des choses comme ça. On peut être civilement responsable, mais pas pénalement. Si on est pénalement responsable, on sera également civilement responsable. L'un va avec l'autre, mais pas dans les deux sens. Donc il y a majoritairement des poursuites civiles, et c'est les assurances qui dialoguent, qui sont en cause. L'intéressé, lui, il est couvert, tandis que la responsabilité pénale, c'est son fait personnel. C'est comme en voiture. Vous avez un accident matériel, c'est votre responsabilité civile. Vous blessez quelqu'un, vous tuez quelqu'un, il y a une responsabilité pénale. Et peut-être que votre assurance vous prendra en charge si vous avez bu, si vous avez pris des stupéfiants, que vous avez tué quelqu'un. Ces deux choses peuvent être cumulatives ou pas. La question, c'était comment on oserait se porter juge alors qu'on n'a pas les données du dossier, on a très peu. On a eu 30 minutes et puis quelques informations. On n'en sait pas assez. Et de loin. En fait, le procureur, il n'en sait pas beaucoup plus que vous. C'est-à-dire qu'il a les auditions des clients, on a fait ses courses, on a suivi les guides, on est tous d'un bon niveau de ski, je pense que c'est ce qu'ils discutent. Mais on n'en sait pas plus. Il y a quelques éléments matériels, constatations, traces, et c'est au but de ça que le procureur devra se décider. Il n'y a pas 36 000 choses à faire en l'espèce. On voit les choses qui sont assez simples. La question, c'est celle que j'évoquais. Y a-t-il une imprudence de la part des guides de s'aventurer sur ce terrain en plein après-midi, un terrain exposé à des chutes de pierre? C'est ça la question. On n'est pas sur une affaire très technique avec des expertises, un enchaînement de responsabilités, comme on le voit dans certains cas. On est dans une enquête simple, on appelle ça une enquête préliminaire, qui n'est pas très technique. C'est pour ça qu'on vous l'a proposé, pour ne pas vous embarquer dans des aventures juridiques. Donc le procureur va se décider au vu de ça. Je peux poser juste une question sur la notion d'acceptation de risque. Je voudrais savoir comment vous l'appréhendez, dans le sens où si je vais en montagne avec des combien de gourdets, même si ça n'est pas plus expérimenté que moi, voire un guide, la notion que j'aille en montagne, c'est une décision qui m'appartient. Encore plus si je fais appel à un professionnel. Comment vous appréhendez le fait que moi, conscient, adulte, conscient, je prends ce risque-là, je l'accepte, il m'arrive quelque chose, j'en ai conscience, c'est un risque que je prends. Comment vous l'appréhendez? C'est très subjectif. On a parlé de risque normal et risque anormal. La montagne est dangereuse, banalité, il faut le redire et la répéter. Il y a un risque de pratiquer le ski, on peut chuter, de pratiquer la randonnée, l'alpinisme, on l'intègre. On a un risque normal. C'est la notion de risque anormal, donc d'éventuelles fautes, négligence, imprudence, maladresse, etc. C'est celle-là qu'on va rechercher. C'est la question qu'on se pose dans l'espèce. Est-ce que c'était un risque normal pour les skieurs ce jour-là ou pas, d'emprunter un couloir exposé aux chutes de pierre, tel que le guide le savait d'ailleurs, parce que la veille, il savait qu'il y avait des chutes de pierre, il savait qu'il ne fallait pas rester très longtemps. Voilà, c'est ça les données du problème. Je ne pense pas que les clients aient accepté spécialement d'être exposés à des chutes de pierre. Mais tout être normalement constitué ne peut pas s'exposer à un risque de telle nature, parce qu'on sait le danger des chutes de pierre. Et ce n'est pas des pierres, c'était des rochers en espèce. Des trucs, des camionnettes qui descendaient. Donc là, c'est malheureusement passé en espèce, un mort, un esclave. Voilà. Là, on ne peut pas parler d'un risque de chute, comme c'était le cas des deux cordées des six alpinistes qui sont tués, c'était dans un Chamonix, c'était où ça? Ouais. Ben là, c'est des cordées, il n'y a pas eu de suite judiciaire, ça fait partie du risque, ils ont dévissé tous les deux, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Sinon, le risque de l'ascension, de la glissade, de la chute. Là, alors je vais vous donner la solution quand même. Il n'y a pas eu de poursuite. Le procureur de Bonneville, compétent pour les accidents qui se passent dans la vallée de Chamonix, a considéré que l'infraction d'homicide involontaire et de blessure involontaire n'était pas constituée.
C'est une appréciation qui était la sienne. Il n'y a pas eu de recours, il n'y a pas eu d'autres procédures, l'affaire a été classée. Je pense qu'il n'y a pas eu de plainte des familles des deux victimes, enfin de la victime vivante et de celle qui est décédée. Le procureur a considéré qu'il n'y a pas de faute grave. Moi, j'aurais peut-être eu une autre analyse, moi personnellement. Et tout ça pour expliquer qu'il y a une subjectivité du magistrat. Moi, je pense que j'aurais fait citer à comparaître devant un tribunal correctionnel de Bonneville des deux guides suisses pour homicide et blessures involontaires. Après, le tribunal aurait décidé souverainement sa décision. Voilà, s'il y avait la condamnation. Je pense qu'il y avait, pour moi, une faute caractérisée, exposant autrui un risque évident de blessure et de mort, à s'aventurer cet après-midi-là, et c'était d'ailleurs un peu une conclusion des militaires de la gendarmerie, de s'aventurer dans ce secteur, dans ces conditions. Le risque, il était vraiment très réel. C'était même une vraie loterie que d'arriver à passer comme ça entre les blocs de rochers. Moi, personnellement, je les aurais fait citer à comparaître. Ça n'a pas été la décision du procureur, et on est vraiment dans la subjectivité. Donc, même du côté de la justice, c'est pas mathématique. Et on a vu des décisions de tribunal qui condamnent, des décisions de la cour d'appel, en cas d'appel, qui relaxent. Ça peut arriver qu'il y ait une appréciation de la notion d'imprudence qui n'est pas la même selon les juristes, les avocats qui vont soutenir, selon qui défendent ou pas la personne, et qui vont à un moment orienter la décision du tribunal, dire bon écoutez, nous on estime qu'il n'y a pas de faute, au contraire, en partie civile, qu'il y a une faute caractérisée. Et c'est l'appréciation du tribunal. Vous voyez, on est dans du subjectif. Tout ça pour dire la complexité de ce genre d'affaires. Et pour dire aussi qu'à l'avenir, ce genre d'affaires, ça peut faire réfléchir des guides. C'est des aventures qui peuvent arriver une fois dans sa vie, malheureusement, on espère ne jamais arriver. À quoi ça peut vous exposer? Au final, les guides, ils encourraient une peine de prison ferme et une peine d'amende. Plus éventuellement des dommages d'intérêt sur le plan civil, couverts éventuellement par leur assurance, et sur le plan pénal, ça peut être de la prison ferme, ou en tout cas la prison avec sursis. Il y a rarement la prison ferme. Ça peut être 1 an, 18 mois, 2 ans de prison avec sursis, avec peut-être une interdiction d'exercer l'activité de guide, ce qu'on appelle une peine complémentaire qui peut être presque une interdiction professionnelle et de lourdes conséquences. Inscription de casier judiciaire, etc. Et c'est l'aspect châtiment, réprobation, rétribution qui est évidemment le plus difficile à vivre pour l'intéressé en comprendre. S'il vous plaît. Bonjour, David Ravanel. Moi, j'ai une petite question annexe. Je voudrais savoir, dans le cadre d'une procédure, qu'elle soit civile ou pénale, quel est le poids aujourd'hui des bulletins d'information que l'on a type Météo France, avec la subjectivité des deux mots qui sont mis, c'est-à-dire prévision météorologique et estimation des risques avalancheux. Voilà. Oui, il est intéressant de venir là-dessus, parce que pour l'expérience que j'ai de ce questionnement sur les bulletins d'estimation de risque d'avalanche, en fait, l'usage qui en est fait par les magistrats n'est pas du tout celui qui est imaginé par les pratiquants. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs fois des relaxes de guides, en l'occurrence, qui ont des clients qui sont décédés en avalanche par risque 4. Et puis on a vu aussi des condamnations au pénal avec un indice de risque 2. Donc au moins dans nos juridictions de Savoie, de Haute-Savoie, les magistrats ont le recul suffisant pour faire eux-mêmes, pour remettre ces bulletins à la place qui leur revient. C'est-à-dire une indication parmi d'autres qui peut aider le montagnard à prendre ses décisions. Donc ce qu'il faut en retenir, à mon avis, c'est que non, ces bulletins ne sont pas brandis par les magistrats pour condamner ou relaxer. Ils sont pris à leur juste mesure, et c'est bien un petit peu aussi l'objet de la soirée, c'est d'indiquer, de montrer que les magistrats donc, sont des hommes qui sont du bon sens. Il ne faut pas leur attribuer justement une habitude à châtier à son mécanique. Ce n'est pas le cas de mon point de vue pour ce que j'en connais. Au niveau des bulletins d'avalanche, on est tous bien conscients que le bulletin d'avalanche, il est valable sur toute la Haute-Savoie, et on sait très bien que la Haute-Savoie est faite de divers massifs.
massif avec des orientations différentes, donc chaque cas est particulier. Donc je voudrais vous rassurer là-dessus, il n'y a pas une application stricte du bulletin d'avalanche. La deuxième chose, c'est réagir par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, où un guide disait il y a un aspect économique dans le métier de guide, bien évidemment, comme dans la plupart des métiers, en tout cas les métiers indépendants. Et si un client me dit je vais faire telle voie à telle heure, je suis un petit peu obligé de suivre. Enfin, c'est ça que j'ai compris. Moi, je pense que c'est là où est le danger de votre métier. Pour ceux qui sont guides ici, il faut que le guide reste toujours celui qui décide, c'est lui qui a la maîtrise de la course. Moi, j'ai le souvenir d'un accident de montagne, de ski, il y a bien longtemps en arrière, à 25 ans, où un guide était dans la vallée blanche avec des clients qui faisaient des photographies et du film. Le guide était à la fois guide et mannequin, peut-on dire, ou acteur pour cette sortie. Et il y a eu une avalanche importante et l'un des autres mannequins est décédé. Je crois qu'il y a peut-être même 2 autres personnes qui sont décédées. Et le guide a été condamné au tribunal de Bonneville parce qu'à un moment donné, il n'a pas joué son rôle de guide, il s'est retrouvé dans une situation quasiment de client. Voilà, donc il est important pour vous les guides de rester les maîtres de la situation. Et quant à la relativité des décisions de justice, il y a plusieurs affaires qui concernent la vallée de Chamonix, où les guides ou des associations ont été condamnés en première instance ou relaxés en première instance, et la décision a été inversée en cours d'appel. Donc tout ça pour dire qu'on est dans une marge d'appréciation et qu'on n'est pas sur des règles mécaniques. Voilà. Monsieur le procureur général, est-ce que vous m'autorisez à porter la contradiction au commandant Boson? Ça sera peut-être comme ça la fin structurelle, puisque ça permettra de répondre à la première question qui a été posée, qui est très intéressante, et celle sur le conditionnel. Première remarque, le commandant Boson, vous avez indiqué que vous ouvriez une enquête sur l'homicide involontaire. Sauf erreur, ce n'est pas une information judiciaire, donc c'est une enquête préliminaire qui s'ouvre parce qu'il y a des faits en l'espèce dramatique et sur lequel vous essayez de rechercher le maximum d'éléments pour apporter la vérité autant que faire se peut et la transmettre au procureur de la République puis au tribunal qui pourra juger. Et la question qui a été posée, c'était sur les papiers administratifs. Ça fait partie de l'enquête. Parce que si effectivement il n'y a pas de lien direct avec le décès de la personne, il n'empêche que cela peut être des infractions pénales quand même. Et là, la question qui a été posée tout à l'heure pendant l'audition, c'était sur le problème de la déclaration sur l'exercice à l'étranger d'une activité de guide. Il n'y a pas de lien manifeste avec le décès ou la blessure de la victime dans ce cas-là, mais c'est une infraction pénale quand même. C'est une simple contravention. Et il y aurait pu y avoir poursuite des guides, pas pour l'homicide involontaire, mais pour cet exercice. Même chose lorsqu'ils se posent des questions sur les diplômes, bien entendu, l'exercice illégal de la profession, c'est une évidence, mais aussi sur le recyclage, tous les 6 ans, qui peut entraîner le non-renouvellement de la carte jeunesse et sport, et du coup, une autre infraction pénale. Donc voilà quand même que les questions qui sont faites sur l'ordre administratif ont un rôle dans cette enquête. Alors, il n'y a absolument pas de contradiction entre nous, puisque le but de ces vérifications, c'est bien de vérifier d'abord qu'un guide est recyclé, parce que s'il n'est pas recyclé, il n'est pas censé professer et à un niveau rémunéré, donc il est considéré comme sans diplôme. Et puis pour les guides étrangers, la déclaration de libre prestation de service sous-entend par les services administratifs de la préfecture d'Isère de vérifier la concordance des diplômes étrangers de l'Union européenne. Alors là, c'est plus facile avec la Suisse, l'Autriche, l'Italie et la France, et pour vérifier si, oui, ce professionnel a bien en capacité d'encadrer une pratique professionnelle rémunérée sur le territoire français. Donc, nous, on ne le vérifie pas non plus par chicaillerie pour emmerder le guide, mais pour bien voir si sa situation est dans ses droits de pouvoir professer de manière rémunérée. Donc c'est bien, ils ne sont pas en contradiction. Non, on n'est pas en contradiction du tout. Juste un point, on va l'être peut-être un petit peu plus. Vous avez posé tout à l'heure une question, je crois que c'était par là, sur l'utilisation du conditionnel. Je ne sais plus qui a posé la question, qui était très intéressante. Et vous avez donné un exemple de question que vous posiez, et je me suis fait la réflexion que ce type de question, si elle est posée, peut être une question dite fermée, ce qui en droit peut être une cause de nullité du procès verbal. Et je crois qu'au contraire,
les questions ne doivent jamais suggérer. Je me permets, je suppose qu'il y a beaucoup de pratiquants et de guides dans la salle, je le dis régulièrement, je me permets de le dire une fois de plus. Lorsqu'on vous pose la question, pensez-vous que, comment analysez-vous ce qui s'est passé? Ne répondez pas. Ne répondez pas parce que vous ne le savez pas. Ne répondez qu'à ce dont vous êtes sûr. N'interprétez pas, n'imaginez pas. C'est peut-être un peu brutal ce que je dis là, mais je vais juste vous donner un petit exemple que j'ai vécu pour vous montrer l'importance que cela peut avoir. Accident dans les calanques de Marseille. Un guide encadre des jeunes de 15, 16 ans, 17 ans dans une sortie d'escalade. Tous des jeunes habitués de l'escalade, donc des cordées autonomes, 2, 3 par cordée. Tout d'un coup, un grand zip, une corde qui tombe, et derrière, un corps qui tombe. On pose la question au guide, cette fameuse question. Que pensez-vous qu'il a pu se passer? Le guide interprète et dit je pense que j'ai dû mal faire le nœud. Immédiatement, vous imaginez que, comme vous le disiez tout à l'heure, quand ce sont des mineurs qui sont concernés, ça a mis un certain émoi et que le guide a été très marqué, poursuivi, jusqu'à ce qu'on découvre, quelques jours plus tard, que ce jeune homme avait laissé une lettre comme quoi il allait se suicider. Vous voyez les conséquences que cela peut avoir, et s'il ne s'était pas suicidé, ou si surtout on n'avait pas trouvé la lettre, je pense que ce guide aurait été poursuivi et condamné. Voilà pourquoi il faut être très prudent dans les interrogations qui sont faites, et surtout pour ceux qui doivent y répondre, dans les réponses qui sont faites. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur la notion de faute directe, en particulier par rapport au jugement qu'il y avait eu sur l'avalanche de la Clusa, où on peut revenir dessus, mais concrètement, par exemple, si on part dans une cascade, on met ses clients à l'abri, mais qu'il y a une cordée qui suit derrière et qu'on envoie un bloc, est-ce qu'on peut être condamné pour faute directe, alors qu'en fait, on n'est plus maître de la situation? Et c'est le cas de l'avalanche de la Clusa. C'est plutôt une faute directe qui est à l'origine du dommage. C'est pas un dommage indirect, c'est vous qui avez déclenché la chute du bloc de glace. Vous êtes auteur direct dans ce cas-là. Encore que cette notion direct-indirect peut être elle-même discutée. Si vous lisez les commentaires de profs de droit, ils vous diront que c'est pas si simple de savoir si on est sur une cause directe ou indirecte. Est-ce que c'est vous-même qui êtes à l'origine du dommage ou pas? Vous voyez? Et il y a l'auteur immédiat, mais il peut y avoir toute une chaîne de responsables, on l'a dit. C'est une question d'appréciation. Voilà. Vous laissez tomber un bloc piolet qui va blesser gravement quelqu'un, vous êtes l'auteur direct. Par contre, vous déclenchez quelqu'un, une groupe déclenche une avalanche qui va blesser quelqu'un en dessous. Alors, est-ce que c'est une faute directe ou indirecte? On est sur des analyses pas simples. Encore une fois, la loi, elle est volontairement floue. Elle permet au juge d'interpréter, on appelle ça la jurisprudence. Elle ne fixe pas un cadre strict. Donc évidemment, ça donne lieu à des divergences d'appréciation et c'est très déroutant pour les professionnels, on en a bien conscience. Mais encore une fois, ça ne s'applique pas uniquement à la montagne, ça s'applique au sport en général, à toute activité. La vie ordinaire, est-ce qu'il y a faute ou pas? Et certains diront, bah non, ça fait partie des choses qui peuvent arriver, et d'autres diront, bah non, il y a une grave faute, une erreur. Et on le voit, quand on fait ce genre d'exercice, les professionnels sont assez intransigeants, sont assez durs avec eux, ils disent plutôt, bah oui, moi j'aurais pas fait ça. Mais ça peut être très très partagé. Alors ça c'est la loi, et puis il y a les coutumes, les règles de bon sens. Évidemment, quand une cordée est engagée dans une goulotte, et puis derrière ça s'accumule, ceux qui sont derrière prennent un risque. Donc forcément dans une enquête de ce type, les cordées qui suivent, on va leur dire, vous saviez qu'il y avait des gens devant vous, donc forcément vous avez aussi assumé ou pris un risque à suivre la cordée qui était devant, donc il fallait courir pour être devant. Voilà. Vous voyez, donc il y a la lecture du droit, et puis il y a la bonne pratique de la montagne, la pratique intelligente, en prenant en compte tous les éléments. Mais concrètement, les deux surfeurs qui étaient montés à pied devant un groupe, qui avaient déclenché une avalanche après 150 personnes qui étaient déjà montées à pied,
ils ont été condamnés pénalement, alors qu'en fait, ils faisaient que monter devant et le groupe les a suivis. Oui, je vois très bien ce dont tu parles, et c'est effectivement une affaire intéressante. Et justement, moi je m'étais demandé si des experts avaient été sollicités et ce qu'ils avaient répondu. Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est à la Cruzade, à traverser depuis Balme pour aller sur Bellacha, c'est ça? Oui. Et pas mal de monde dans ce secteur-là. Et notamment un guide et ses clients, je crois. Et effectivement, une avalanche démarre. Et puis, malheureusement, une fillette est prise par l'avalanche et décède. Laquelle avalanche, d'ailleurs, descend et traverse une piste sans, heureusement, toucher personne. Et là, effectivement, le jugement, le tribunal condamne 2 surfeurs qui remontaient à pied en décrétant que c'est eux qui avaient déclenché l'avalanche. Et pour ce que j'en sais, je trouve très sûr de soi de décréter que c'est eux qui ont déclenché l'avalanche. Donc voilà, cet exemple-là illustre très bien ce que tu as compris de la faute directe, mais pose aussi la question de la compréhension des faits, laquelle peut être éventuellement améliorée par l'expert. Bonsoir, moi je ne suis pas un professionnel de la montagne, je suis un pratiquant qui avait l'habitude de faire 6 courses, j'ai été formé pour ça, seul. Et puis un jour, il y a 4 ans en arrière, je suis parti avec des professionnels de la montagne. Bon, il est arrivé un accident assez grave. C'était avec des professionnels français, mais ça se passait en Suisse. Alors, ce dont je voulais témoigner à travers ce propos, c'est de dire que sur mon lit de réanimation dans l'hôpital suisse, j'ai eu la visite d'un gendarme suisse qui m'a demandé si je voulais déposer une plainte. Alors tout à l'heure, on parlait de risque. Enfin, moi, je fais partie de ces gens qui partent rarement avec un professionnel de la montagne, mais étant parti avec ce professionnel, j'assumais mon risque. Il ne me serait pas venu à l'idée, sauf, j'allais dire, dans mon appréciation personnelle, de déposer une plainte contre mon guide. Bon, là, il se trouve que c'est un pont de neige qui a cédé, je n'étais pas encordé, donc il peut y avoir tout un débat sur la responsabilité du guide, sur l'absence de l'encordement, mais c'est un autre sujet. Mais ce dont je voulais témoigner, c'est qu'au-delà de cette problématique du risque, c'est qu'une instruction et un interrogatoire, et je l'ai vécu, qui est un peu bâclé, en tout cas quand on ne pose pas les bonnes questions à la victime, ça aboutit à ce résultat que les Suisses ont manifestement classé l'affaire. Moi, j'ai eu de très gros soins, mais j'étais très gravement blessé. Je rentre en France, et puis derrière, il y a une compagnie d'assurance, les frais de secours en Suisse sont très coûteux, donc qui a payé, qui a envie de donner son mot. Il y a une problématique de responsabilité civile. Et j'avais envie de dire, quand en tout cas l'instruction, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme de pénal, est bâclée, eh bien le civil rattrape l'instruction. Et je vis cette affaire maintenant depuis 4 ans, parce que notamment, quand vous êtes blessé, je parle en tant que victime d'un accident, non pas d'un professionnel de montagne, moi, mes soins ont été pris en charge par la sécurité sociale, et la sécurité sociale, c'est une assurance maladie et non pas une assurance accident. La sécurité sociale est un des acteurs qui va revenir quand une instruction est encore une fois bâclée, parce que c'est le sentiment que j'ai dans mon affaire, eh bien, elle va venir à la charge. Et donc, moi, j'ai un petit peu, en tant que victime, l'obligation de réagir et d'avoir un avocat qui va brasser autour de cette affaire, autour, pour moi, de la problématique de la responsabilité civile. Maintenant, on commence à poser des questions. Et pourquoi n'étiez-vous pas encordé? Pourquoi? Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, le pénal, moi j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément synonyme de sanction. L'instruction qui précède le pénal et le pénal vont peut-être être un lieu de débat qui va peut-être conduire, et je souhaite, dans la majorité des cas, à travers une difficulté à évaluer une responsabilité, à un non-lieu, mais le débat aura eu lieu. Et il permettra de clarifier derrière la problématique de la responsabilité civile. Et dans mon cas, encore une fois, cet aspect ayant été bâclé, la responsabilité civile maintenant revient à la charge et demande un certain nombre de choses qui auraient dû être traitées. Voilà, c'est un témoignage.
Oui, je pense que vous avez totalement raison dans ce que vous avez dit tout de suite. Quand un accident survient, qui met en cause un professionnel, un accompagnateur bénévole ou un simple particulier, c'est vrai qu'il y a des décès d'une personne ou des blessures graves causées d'une personne, et l'audition par les services de gendarmerie dans les quelques heures qui suivent l'accident est quelque chose qui peut être vécu comme traumatisant par le professionnel ou celui qui est mis en cause dans l'accident. Et ça, c'est indéniable. Mais si cette phase d'enquête n'est pas réalisée, comme vient d'indiquer monsieur, ensuite, lorsque l'aspect pénal est écarté par le parquet, il y a quasiment nécessairement une responsabilité civile qui va être envisagée, surtout quand il y a des blessures lourdes, que des assurances sont payées, que la sécurité sociale est intervenue, et que ces organismes voudraient se retourner contre l'auteur, le responsable civil, qui lui-même bien souvent est assuré. Donc si l'enquête est bâclée, comme elle a pu l'être en Suisse, derrière va se poser une difficulté d'établir la preuve des circonstances de l'accident, et pour la victime, une difficulté évidente pour être indemnisée. Voilà, je crois que j'ai tout dit, mais dans le procès civil, l'élément principal, c'est la preuve. La preuve du dommage, la preuve de la faute et la preuve du lien de causalité entre les deux. Et si l'enquête n'est pas bien menée, on aura énormément de difficultés pour établir ces éléments. Et pour éviter le bâclage d'enquête, on préfère que, enfin, c'est partie de la gendarmerie, c'est de former des guides de montagne et enquêteurs, donc pour prendre en charge ce dossier de la meilleure manière possible, avec le professionnel qui va avec, et pas de laisser ça à des généralistes qui survoleraient le problème, comme c'était votre cas, certainement un gendarme de Sion ou de je ne sais où qui vous a entendu sur un lit d'hôpital sans avoir mis les pieds une fois dans sa vie en montagne ou très peu, ou pas connaître la problématique des guides, de l'évolution sur glacier et tout ça. Voilà. Donc nous, on est secouristes et enquêteurs avec deux casquettes à la fois pour apporter justement la plus-value à ces dossiers, plutôt qu'un policier formé de manière très générale, comme tous les gendarmes ont été formés. Hein, et, on n'est pas pointu dans tous les domaines. Si vous me demandez d'enquêter sur la bionique, ben, je vais être mauvais, quoi. Donc chez nous, on a des gendarmes qui sont des transports aériens, des gendarmes aériens qui s'occupent de ça. Voilà. Alors, on sent bien qu'on pourrait continuer très très longtemps, parce que ce pas les questions qui manquent, ça fuse, il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, à un moment donné, il faut accepter que ça s'arrête. Donc,